L'opposant Maurice Kamto est, si vous le voulez, aujourd'hui, l'opposant camerounais qui, pour moi, pour ma part, je pense qu'il peut faire l'affaire au regard de son assise intellectuelle, de sa popularité, ainsi de suite. Mais je dis une seule chose, c'est simplement que les questions liées aux interprétations, comme nous sommes en train de faire tout à l'heure, restent du monopole, justement, du juge constitutionnel. Mais nous sommes en train, moi je suis en train de relever le fait que sur l'exégèse, c'est-à-dire du code électoral ou de la Constitution, il faut dire aux Camerounais que dans le principe, l'opposant Maurice Kamto, sa candidature doit être recevable du fait de ce que s'il est investi par un parti politique, et même encore là, vous savez que dès qu'il est investi par un parti politique, il ne se présentera pas sur les oripeaux du MSC, mais du parti auquel tu vas l'investir. Et avec obligation constitutionnelle, j'avais dit obligation du fait qu'il doit démissionner du MSC. Ça, ce sont plus les réflexions que je suis en train de donner au professeur. Ce n'est pas que je lui donne, il le sait mieux que moi. Donc, je dis aux Camerounais qui nous écoutent au web, les téléspectateurs qui nous écoutent, que la candidature de Maurice Kamto ne souffre d'aucun problème s'il est reçu, s'il est investi par un parti politique. En dehors de ça, le restant sera extrêmement compliqué. Très bien. Très bien. Luison, je pense que là, tu as vraiment chuté là où il faut, comme il faut, et que tu as suffisamment dit des choses. Et si tu peux encore être avec nous, ça nous fera plaisir. Et moi, je voudrais donc relancer le professeur Tin Chuen en lui posant la question suivante. Nous savons tous, et nous venons de faire ce constat-là, que la loi électorale camerounaise, elle est mal faite. Au minimum, donc dans son article 121, alinéa 2, qui donc ne respecte pas l'esprit de la Constitution dans son article 15. Ça, on est d'accord avec ça. Et on est d'accord que ça profite à une personne. Ça profite à celui qui organise l'élection et qui peut donc mettre en difficulté certains partis politiques qui, il faut aussi le reconnaître honnêtement, non pas, se sont débrouillés un peu à être dans cette difficulté-là. Bon, on ne va pas refaire le monde, mais c'est comme ça. Il faut avoir parfois le courage de dire certaines choses. C'est-à-dire que moi, mon père, s'il a fauté quelque part, je dois pouvoir avoir le courage de lui dire que papa, ici, tu n'as pas bien fait. Souvenez-vous de ce qui fait l'actualité de buzz, des mœurs au Cameroun aujourd'hui, avec l'assassinat d'un... Pardon? Ok, allez-y. Donc, non, c'est bon, allez-y. Ok. Du jeune Matisse, où aujourd'hui, on se plaint de Dame Lidol d'avoir couvert un peu son père par le passé et que ne s'est pas offusqué plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, qui aime bien châtie bien. On doit pouvoir reconnaître qu'on aurait pu ne pas être dans cette situation aujourd'hui si le MRC était allé aux élections. Ça, le dire, ce n'est pas détester quelqu'un, c'est dire une vérité. C'est une vérité dans un pays, justement, où M. Paul Biya se débrouille pour, de manière compulsive, enfreindre la loi. Il ne fait que ça. Et quand on lui en donne l'occasion, je peux vous assurer qu'il se sert et il se sert bien. C'est pour cette raison que nous tous, nous pensons que, comme il y a quand même un vide juridique, le vide juridique profite au constituant, au Conseil constitutionnel, qui est quand même la solde de quelqu'un. Et que ce serait extraordinaire. Et ils nous l'ont déjà annoncé. Et même chacun de nous a des entrées dans le parti au pouvoir où nous dit, où les gens vous disent en aparté que ne perdez pas le temps. Il ne sera pas. Il ne sera pas investi tel qu'il veut l'être là. C'est que sous la bannière du MRC. Donc, si on est pragmatique, professeur, si on est pragmatique, si on tient compte de tout ça, si on tient compte de tout ça là, parce qu'effectivement, il ne faut pas se poser la bonne question. Comment on fait pour que tout candidat sérieux dans ce pays qui veut aller à l'élection se serve de ce qui est encore possible, ce que la loi lui réserve, comme ouverture, comme fenêtre, pour aller vers ça, puisque finalement, l'essentiel, c'est que la personne arrive au pouvoir. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, c'est pas parce que vous êtes arrivé au pouvoir sous la bannière de tel, en ayant démissionné de tel et tout, que vous n'allez pas exercer votre mandat présidentiel. Alors, qu'est-ce que tu dis de cet aspect de la discussion? Voilà, j'ai très bien compris la question. Mais je n'ai pas terminé ma démonstration tout à l'heure avec le professeur Lorenzo. Okay. Parce que, bon, déjà, je faisais le reproche qu'ils ont, dans la notion du parti représenté, une définition qui ne se trouve nulle part. Ni dans un texte, ni dans une jurisprudence, ni même dans un avis doctrinal. Quand on dit doctrinal, ça dit qu'une définition que l'on peut retrouver dans un dictionnaire. Il n'y en a pas. Donc ça, c'est un forçage, n'est-ce pas, que tous ceux qui soutiennent cette thèse-là essayent de présenter, alors qu'on n'arrive pas à en trouver le fondement. Pour ce qui me concerne, la notion, si on veut donner au terme représenté un sens,
Mais tout le monde peut chercher les dictionnaires spécialisés en droit. Et en droit, représenter n'a pas d'autre sens que faire figurer un absent dans une instance. C'est-à-dire que faire figurer quelqu'un qui n'est pas là, en son absence, pour défendre ses intérêts. Voilà ce que signifie la représentation. On ne représente pas quelqu'un pour lui nuire. On représente quelqu'un pour lui rendre service. Et à ce que je sache, le droit, on va dire que je suis privatiste, hein, il n'y a que 2 cas dans lesquels on peut représenter une personne sans le consulter, sans la consulter. En cas de décès, il y a le mécanisme de la représentation successorale qui permet aux enfants d'une personne prédécédée de la représenter dans la succession du parent de celui qui est prédécédé. C'est-à-dire que si, par exemple, mon père avait 5 garçons et que l'un des garçons était mort avant en laissant des enfants, lorsque le père va mourir, alors l'un des garçons étant mort avant, ses enfants vont le représenter. Alors, étant donné qu'il est mort, vous comprenez qu'on n'a pas besoin de demander son avis. La deuxième hypothèse, c'est dans le cas de l'incapacité. Quand il parle d'incapables, il y a les incapables mineurs, qui sont les enfants, et les incapables majeurs, qui sont les personnes démentes, qui sont placées en situation de tutelle. Alors, lorsque le professeur vous voulez agir pour votre enfant, vous êtes le représentant légal de votre enfant. Chacun de nos web auditeurs qui nous entend égal les enfants sait qu'il est le représentant légal de son enfant. Et pour agir donc en lieu et place de l'enfant, on n'a pas besoin de solliciter son avis. Voilà les 2 seuls cas où on peut représenter quelqu'un sans solliciter son avis. Or, nous sommes ici en train de discuter d'une notion de parti représenté. Si l'on laisse de côté déjà l'inconstitutionnalité de cet alinéa 2, mais on doit quand même interpréter la notion de parti représenté en référence à la définition que l'on connaît du mot représenter. Représenter n'a jamais signifié prendre part aux élections. Ça n'a jamais été le cas. Malheureusement, le professeur Essomba est parti. Je voulais bien qu'il me dise ce qu'il entend par représentation. Là où il trouve le mot représenter défini comme étant l'obligation de participer à une élection. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et il a cité tout à l'heure l'article 3 de la Constitution pour dire que les partis concourent. Mais il a oublié ce qui précède cet article 3. Permettez que je retrouve ce qui précède pour qu'on le dise ensemble. Je dis, malheureusement, je n'aurai pas de traducteur, mais sachez bien que cet article 3 qu'il lit est précédé par l'article 2, qui dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce soit par les... On a déjà lu ça. Mais il y a l'alinéa 3 qui dit quoi? Le vote est égal et secret. Y participent tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans. Ça veut dire que le principal acteur du jeu électoral, ce ne sont pas les partis, c'est les citoyens. Puisqu'on nous dit bien que la souveraineté appartient au peuple. Le peuple, c'est qui? C'est chacun des individus. Et vous voyez donc que l'article 3 qu'il a cité ne vient qu'après. Pour dire quoi? Que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Mais concourir veut dire que vous le faites avec quelqu'un. Quand on dit que tu concours à quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas seul. Parce que le principal titulaire de l'exercice du droit de suffrage, c'est le citoyen. C'est bien de ça qu'il est question. C'est la Constitution, je ne le crée pas. Donc ce débat étant clos, je dis représenter, c'est siéger, c'est figurer dans une instance pour défendre les intérêts de quelqu'un qui n'est pas là. Et je dis la représentation, si nous considérons que le législateur a commis une erreur et que nous admettons donc que cet alinéa 2 a une quelconque valeur. Mais Boni, par définition, un parti politique est une personne morale. Comme toutes les personnes morales, un parti n'a pas une existence propre. Un parti n'existe que par ses militants. Alors, donc, comment est-ce qu'on va me dire, par exemple, que Nietzsche ayant été exclu du SDF, continue à le représenter? Il le représente comment? Si Nietzsche était le seul député du SDF, on va continuer à dire que le SDF est représenté à l'Assemblée nationale alors qu'il n'y a aucune personne qui porte son étendard. Vraiment, vous comprenez que je suis embêté. Après, on va nous dire que c'est de la spécialité des constitutionnalistes, mais si dans leur science, ils font de la chimie, mais chez nous, sommes rationnels. Alors, et donc, j'ai dit, représenter en droit n'a pas un autre sens que celui que je vous donne là. Et cela ne varie pas parce qu'on est dans le contexte électoral. Donc, si on veut dire qu'un parti est représenté dans un conseil municipal, ça veut dire qu'il y a des militants de ce parti qui y siègent. Et aujourd'hui, le MRC a des militants qui siègent dans les conseils municipaux. Alors, je dis tout parti, même le RDPC, on ne peut dire que le RDPC est présent quelque part que parce qu'il y a un porte-parole. Donc, je dis, il faut... Et c'est ce point de divergence, malheureusement, je le soulève quand le professeur Essomba est parti, parce que c'est le nœud du problème. Qu'ils nous disent où est-ce qu'ils prennent leur notion de parti représenté. Moi, je le tire des dictionnaires du droit. Voici, j'ai avec moi, j'ai photocopié des pages des dictionnaires du droit, où il n'y a pas un autre sens de représenter que prendre la place de quelqu'un pour défendre ses intérêts. Il n'y a pas autre que ça. Et aujourd'hui, vous estimez que Nietzsche peut défendre les intérêts du STF qu'il a chassé pour ça. Ça fait sens. Donc, je dis, il n'y a pas. Maintenant, revenons à votre question. Attends. Le prof est revenu. Donc, relance-le. Relance le prof. Le prof, il y a une relance que le professeur Tinchouin voudrait te faire. Vas-y. Oui, prof, voilà, merci d'être venu. Je disais que vraiment le sens que vous avez la notion de parti représenté m'offusque un peu. Parce que d'abord, il n'a aucun fondement, ni légal, ni jurisprudentiel, ni doctrinal. Or, la représentation est une notion connue des juristes. Représenter quelqu'un, mais c'est siéger dans une instance à ses lieux et places pour défendre ses intérêts.
Alors, lorsque vous me dites que Nietzsche continue de représenter le SDF, est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'on peut se faire représenter par son adversaire? Puisque la représentation est un mécanisme qui permet de rendre service. Est-ce que ça fait sens chez vous que vous me disiez aujourd'hui que Nietzsche, ayant été exclu du SDF, représente le SDF? Sauf si vous avez une autre définition du mot. Mais je dis, j'ai avec moi les dictionnaires de droit. J'ai photocopié le vocabulaire juridique, le lexique, n'est-ce pas, des dictionnaires spécialisés qui disent être représenté, c'est figurer dans une instance par un mandataire. Ça veut dire, or, les partis politiques sont des entités incorporelles. Ça veut dire, un parti ne peut jamais être représenté s'il n'a pas un militant qui porte son étendard. Donc, quand vous me dites que le fait d'avoir participé aux élections suffit pour être représenté, supposez que Nietzsche fut l'unique député du SDF et que le SDF le congédie, l'exclut. Est-ce que ça fait sens de dire qu'au lendemain de son exclusion, Nietzsche continue de représenter le SDF? Vous donnez à la représentation un sens tout à fait original, nouveau, révolutionnaire, que je ne comprends pas. Parce que les mots ont leur sens. Et nous avons des dictionnaires de droit. Où est-ce que vous prenez votre définition de la représentation? Je dis, moi, je n'en connais pas. Et donc, je disais que, bon, je ne sais pas si je vais embrayer sur la question que vous m'avez posée, ou bien je laisse le professeur. Non, mais oui, laisse qu'il réponde. Et je voudrais vous annoncer que sur TikTok, on a maître Timban Bomo qui est là, et qui était déjà avec nous hier, et qui pourra aussi intervenir parce que, avocat juriste, il pourra nous donner, d'ailleurs, candidat déclaré à l'élection présidentielle. Donc, prof Essomba, allez-y, essayez de répondre à la question. Prof, excuse, permets que je conclue. Donc, au regard du sens juridique et ordinaire de la représentation, représenter, c'est être présent par l'entremise de quelqu'un. Et je dis, les partis politiques étant des entités incorporelles, ils ne peuvent être représentés dans une instance que si l'un de leurs militants y siège. Ceux qui essaient de développer cette thèse disent que c'est le PV des élections qui établit qui est un parti représenté. Je dis que c'est faux. On peut bien être proclamé élu sans siéger. Si le PV des élections vous proclame élu et que le lendemain vous mourrez, vous allez continuer à dire qu'il est représenté. Je dis il y a d'autres mécanismes par lesquels on peut prouver la participation d'un parti aux activités d'un conseil municipal, d'un conseil régional, de l'Assemblée nationale. Les listes de présence, souvent dans ces listes de présence, on indique les affiliations politiques des participants. Quand vous avez des conseils municipaux multicolores, souvent il y a une colonne où on dit parti d'appartenance. Ces listes de présence-là permettent de dire que quand il y a eu une session en 2018, le MRCI était à travers son militant tel. Il n'y a pas de représentation en l'absence de militants qui siègent. Donc pour nous, si l'on veut un peu ressusciter cette alinéa 2 qui est anticonstitutionnel, il n'y a pas une autre façon d'interpréter la représentation d'un parti comme le fait pour lui de figurer dans le conseil municipal, dans le conseil régional. Et actuellement, après l'événement qu'il y a eu à Bafoussam, je dis, si le conseil municipal de Bafoussam siège aujourd'hui, il y a des militants qui vont signer sur la fiche de présence Sapi Joseph Lavoisier, MRC. Ok. Le MRC est donc présent dans le conseil municipal. Je vous attends donc maintenant. Merci. Voilà, vas-y, pauvre Sessomba. Oui, professeur, je pense que Ok, pour ça, Lucien Somba, il y a le maître Timban qui veut justement te relancer en te posant une question. Donc, écoutons maître Timban et comme ça, tu pourras avoir un petit groupé de questions et tu pourras répondre. Bonjour. Vous reconnaissez que le mandat impératif est nul. Alors, comment est-ce que vous pouvez donc définir le parti représenté? Comment est-ce que vous pouvez donc définir le parti représenté dans un contexte où le mandat impératif est reconnu comme nul? C'est ma question. Pauvre Luson, tu as compris la question? J'ai l'impression qu'il est, descendu, il doit avoir un problème de connexion. Donc, maître, vas-y un peu, déroule le temps qu'il arrive. Je pense qu'il va remonter. Je reste continuer sur la question de parti représenté dans le contexte où il y a un mandat impératif. Hier, je l'ai développé ici hier soir. Ceux qui ont compris. Vous avez vu maintenant qu'il y a convergence de vues. Je ne connais pas le professeur champion, on ne s'est jamais rencontré. Mais il y a une convergence de vues sur cette définition de parti représenté. Le parti représenté ne peut pas signifier la détention des élus par un parti politique. Parce que là, il y aurait une contradiction avec le mandat impératif. Voilà. Donc, la représentation ici, le parti représenté ici, correspond à autre chose. Et ce que j'ai dit hier soir, il correspond au militantisme. C'est-à-dire que quand vous avez celui qui défend une idéologie, au sein d'un conseil politique, pour le compte d'un parti, c'est cette personne-là qui est considérée comme représentant de ce parti. Parce qu'il défend les intérêts, il protège les intérêts de ce parti politique. Ça ne peut pas être celui qui est, je vais dire, sous administration, sous tutelle d'un parti, dans la mesure où le mandataire d'un parti, dans la mesure où le mandat impératif est interdit.
Mais L'existence de parti représenté ici a une connotation politique et idéologique. Voilà. Maître, réponse. Ça veut dire, en matière de parti politique, une personne qui défend les intérêts d'un parti, représente le parti en défendant les intérêts de ce parti, il est donc le militant de ce parti. Donc, parti représenté, ça veut dire tout simplement un parti qui a des personnes qui défendent de ses intérêts, son idéologie, au sein d'un conseil, ou au sein à l'intérieur d'un hémicycle. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Parce que si on donne une autre définition aux représentants de parti, entendu ici comme celui qui, le parti représenté ou le représentant du parti, mandataire du parti, on est en train de porter atteinte à la Constitution, on est en train de violer la Constitution en son article 15, alinéa 2, qui interdit le mandat impératif. Donc ce n'est plus la définition juridique de personne qui représente un parti ou un parti représenté au sens, comme je viens de l'indiquer, que la personne agit pour le compte du parti. Ce n'est plus le même sens. Mais, ok, maître, repose dans ta question à Louison. C'est un militant qui est considéré comme le représentant du parti parce qu'il dépend de l'idéologie de ce parti au sein du conseil ou de l'hémicycle. Et en matière de mandat impératif, pour rappeler, comme je l'ai dit hier soir aussi, il faut rappeler que la Constitution, la jurisprudence, et vous avez la jurisprudence, je crois, Élie Lopez, parce que le SDF avait pu exclure le conseil municipal à Douala, que la chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun a rendu cet arrêt de principe en disant que le mandat d'un des conseillers municipaux est un mandat politique. Donc, il est pertinent Non, maître, s'il te plaît, est-ce que tu peux donc laisser Louison Somba répondre à ta question? Il est revenu. Donc, repose-lui la question, Louison Somba. Oui, je suis à lui, voilà, je suis revenu sur lui. J'attends qu'il repose la question parce que je n'ai pas suivi. Voilà, il est en train de te reposer la question. Vas-y, maître. Ok. Savoir que le sens de parti représenté dans un contexte où le mandat impératif est nul. Étant entendu que le mandat impératif est celui qui confère à un élu un rapport de domination ou un rapport de soumission vis-à-vis de son parti, c'est-à-dire qu'il est un mandataire qui obéit aux ordres de son parti. Alors, le parti représenté, quel est le sens que vous donnez au parti, de l'action du parti représenté dans ce contexte? Le mandat impératif, c'est ça veut dire quoi la Constitution dit tout membre qui sera présent dans la République du Cameroun ultérieurement ou qui avait été pris antérieurement, du simple fait qu'elle proclame qu'il y a une nullité, on n'a même pas besoin d'un conseil de constitutionnalité. C'est une nullité d'ordre public, c'est une nullité de plein droit. Ça, je ne vous l'apprends pas. On n'a même pas besoin d'attaquer. Ça veut dire que toute loi qui sera prise pour consacrer un mandat impératif, d'une manière ou d'une autre, est considérée comme invalide, comme nulle. On n'a pas besoin d'aller attaquer devant le juge constitutionnel. Ok. Laisse-lui répondre alors. On a très bien suivi. Louison, tu as suivi. Réponds. Oui, je voudrais saluer Maître Tibani Bono. J'ai beaucoup d'admiration pour lui au regard de la nature de ses interventions pertinentes sur des questions qui minent l'État du Cameroun. Alors, je voudrais commencer par indiquer que la représentation veut tout simplement dire que l'élu est présent, ou du moins un parti est présent. C'est-à-dire que parce que ici, il y a la représentation telle que l'a définie Moïse, le professeur, mais dans la conception du droit électoral. C'est-à-dire que le représenter veut dire que le parti est présent. C'est-à-dire que manifeste sa présence. Vous voyez, ce n'est pas forcément figuré, oui, mais ça revient à la même chose. C'est-à-dire que le parti est présent dans les instances politiques délibérantes. C'est ça la représentation au sens du droit électoral. C'est différent de la représentation au sens du droit privé ou encore au sens du droit commercial ou du droit, comment dire, du droit privé. Bon, maintenant, il faut pouvoir indiquer que je n'ai pas très bien suivi les deux dernières questions du professeur de Maître Tibani Bono, mais je voudrais indiquer que, oui, est-ce qu'il peut la reposer? Les deux dernières questions, je ne suis pas très bien suivi. Non, ce n'était pas une question, c'était une démonstration, tout simplement. Parce que j'ai posé la question de savoir si vous pouvez nous dire ou alors donner le sens
Bien, ok. Ok, je pense que j'ai sensiblement cerné. J'ai un problème de. Je ne sais pas si c'est le réseau qui dérange, mais je vous suis en bris. Mais ce que je dois dire, monsieur Maître, c'est simplement que la notion du mandat impératif doit être redéfinie, définie, ou du moins je l'ai définie, en fonction des dispositions légales et constitutionnelles. Voilà, pour indiquer que dans sa conception légale, c'est-à-dire la loi de 91, la loi de 92 et 93, on fait mention de ce que le mandat impératif crée une obligation pour l'élu de respecter les consignes de son parti et de ses électeurs. Voilà la conception négative, enfin, ou du moins la conception issue de là. C'est la raison pour laquelle dans les affaires Lazare-Sop, que vous connaissez très bien, j'espère que vous avez commenté, cette décision démontre à suffire que le mandat impératif, tel que prévu par la Constitution désormais, c'est-à-dire la Constitution du 4 mars 1960 et de celle de 1995, est suffisamment claire. C'est-à-dire la conception voudrait que l'élu bénéficie donc d'une indépendance absolue vis-à-vis de son parti et vis-à-vis de ses électeurs. Est-ce que maintenant, quel sens donner pour maintenant pour l'expression parti représenté? Pour ça, oui, pour ça. Non, je voulais juste te répéter la question, vas-y. Bon, ok, reprends là, s'il te plaît. Alors, le maître demande quel est donc le sens que vous donnez à la notion de parti représenté, puisque dans l'article 121, je pense que c'est l'alinéa 2, on parle de parti représenté. Qu'est-ce que vous donnez donc, quel sens vous donnez à ça, si de l'autre côté, vous dites que le mandat impératif n'existe pas, est nul? Je ne sais pas, mais... S'il vous plaît, je complète la question, s'il vous plaît. Je peux compléter la question? Il n'y a pas de rapport entre le parti et l'élu. C'est-à-dire que le parti n'a pas un rapport de domination, il n'y a pas un rapport d'ordre. C'est-à-dire que l'élu ne reçoit pas les ordres du parti. L'élu n'est pas le représentant, c'est-à-dire, si on reprend le terme, n'est pas le représentant du parti. Dans le contexte d'un mandat représentatif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas représenter, dans le contexte d'un mandat impératif, il représente le parti. Et maintenant, à contrario, dans le contexte d'un mandat où le mandat impératif est nul, quel est le sens qu'il peut maintenant donner au parti, à l'expression parti représenté? C'est assez simple, je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à bien comprendre ça. Non, mais le problème aussi, c'est qu'il a des problèmes de connexion. D'ailleurs, il a même descendu là, il a trop de problèmes de connexion. Donc, soyons simplement, quand il va remonter, soyons peut-être bref dans la question qu'on lui pose pour qu'il ait le temps de répondre parce qu'il a trop de problèmes de connexion. Vas-y, Moïse. Professeur Boni, je voulais compléter la question de Maître Timan, que je salue d'ailleurs au passage. Bonsoir, Maître. Bonsoir, prof. Ok, vraiment, sachez que vous avez en moi quelqu'un qui vous lit tout le temps, hein, et puis j'apprécie beaucoup vos sorties qui sont extrêmement pertinentes, et je vois que nous convergeons sur beaucoup de points, peut-être c'est la nature des privatistes, mais vraiment je crois qu'il fallait prendre, je voulais compléter la question en disant qu'il faut prendre dans le professeur Louison et Somba au mot. Tout à l'heure, avant qu'il ne disparaisse, il disait que l'affaire Sop-Lazare a été celle dans laquelle on a très bien précisé que l'interdiction du mandat impératif garantit la liberté de l'élu par rapport à son parti. Mais est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait cohérence que l'interdiction du mandat impératif, qui a pour but de préserver la liberté de l'élu, que cela ait pour effet de continuer à le lier à ce parti quand bien il aura été, démis, ou bien quand il en sera exclu? Est-ce que ça fait sens? Donc voilà la question que vous voulez lui poser. Puisque lui-même, il dit que l'affaire Sop-Lazare est celle à l'occasion de laquelle la justice camerounaise a rappelé le sens du mandat représentatif, ou du moins l'interdiction du mandat impératif, pour dire que ça a été aménagé pour assurer l'indépendance de l'élu. Alors, si l'élu donc a la liberté de se couper de son parti, comment est-ce qu'il peut arriver à la conclusion qu'un élu qui démissionne ou qui est exclu continue de représenter ce parti, alors que le principe est de garantir sa liberté? Voilà. Donc, s'il vient et que la connexion est difficile, mais professeur Boni, vous pouvez lui répercuter cette question. Parce que dans ma tête, ça ne fait pas sens. On n'a pas besoin d'être privatiste pour d'être publiciste pour l'expliquer. Alors, professeur Tintia, moi, je vais donc vous poser une question qui a été posée hier. Le maître Timbane avait apporté des éléments de réponse, mais peut-être que la répétition étant la mère de l'enseignement, ce serait bien de nous éclairer encore là-dessus. Donc, prenons maintenant le scénario opposé. Vous êtes donc parti d'un parti qui vous a, enfin, grâce auquel vous avez été élu député, par exemple, et vous partez dans un autre parti qui n'a pas participé à une quelconque élection. Et vous êtes comme ça un certain nombre qui partaient dans ce parti étranger, on va dire, à l'élection présidentielle. Et parce que vous partez avec votre mandat,
et que parce que le mandat est donc représentatif, j'interprète bien ce que vous dites, vous conférez à ce parti le droit de venir à l'Assemblée siéger. Vous allez me dire que non, ce n'est pas les partis qui siègent. Non. Mais pour le commun des Camerounais, il faut qu'on comprenne, on sait que dans une assemblée, il y a tel parti, tel parti, tel parti, tel parti, tel parti. En France, on sait ce que le Front National a fait en entrant massivement à l'Assemblée. LFI également, ainsi de suite. Donc au Cameroun, nous on sait qu'il y a le FDPC, il y a tous ces partis-là. Donc vous avez donc un parti qui soit n'a pas pris part à l'élection, ou a pris part mais a échoué. Qui finalement, avec fracas, parce que des démissions lui ont profité. On passe donc d'une assemblée qui avait 5 partis représentés et qui se retrouve avec une assemblée qui, en cours de chemin, a 6 partis, voire 7. Il y a un parti qui va finalement avoir peut-être un groupe parlementaire. Selon la condition, c'est d'avoir au moins 15 députés. Est-ce que le législateur a pensé à ce cas de figure qui fait que si nous sommes dans un régime peut-être, allez, tel cas à la française, où vous devenez majorité à l'Assemblée nationale, vous êtes en droit de prétendre à former le gouvernement et avoir le premier ministre. Donc, un parti qui n'a pas pu faire une élection, mais par l'effet de transhumance, finit par diriger un gouvernement. Est-ce qu'on a pensé à ça? Et comment est-ce que tu interprètes cette situation? Bien, merci beaucoup, Aimé Boni. J'ai consacré une capsule vidéo à cette question-là. Et j'ai exploité pour les besoins de la cause un rapport de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ce rapport est intitulé « Nomadisme ou transhumance politique post-électorale et discipline de parti dans l'espace francophone ». C'est-à-dire que ce rapport explique comment est-ce que, quel est le sort, quel est le sort du lien que l'élu a avec le parti qu'il a investi au lendemain de son investiture, lorsqu'il migre vers un autre parti. C'est un rapport qui concerne 23 entités étatiques membres de la francophonie. Et je rappelle qu'à l'heure où je parle, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est bien Hilarion Eton. Ça veut dire que ce rapport, en fait, concerne les États qui, comme le Cameroun, ont consacré la nullité du mandat impératif. Ça veut dire que dans les 23 entités étatiques, un élu qui démissionne de son parti au lendemain de son élection ne perd pas son mandat. Et quelles sont les possibilités que cet élu peut avoir? Et nous avons dit, quittant son parti, il peut rallier un autre parti dans la même assemblée. Il peut rallier un parti qui a boycotté les élections, ou bien un parti qui, comme vous le dites, a pris part à l'élection et a échoué. Il peut même créer un nouveau parti. Et ce rapport de la francophonie, n'est-ce pas, le vidéogramme est disponible sur ma page YouTube, le droit au 137, tout ça collé, le droit au 137. Et je crois que le titre du vidéogramme, c'est la pratique du mandat représentatif à l'échelle dans les pays de la francophonie. Et donc ce rapport-là est suffisamment instructif pour expliquer que un élu qui démissionne, lorsque l'État dans lequel il a eu son mandat consacre le mandat représentatif, cet élu a la possibilité de faire entrer au Parlement même un parti qui n'existait pas. C'est-à-dire notamment lorsqu'il crée son parti. Et je vous dis, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne l'interdit pas. Et même vous nous permettez que je vous lise quelques 3 dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée. Les articles 15, alinéa 1, 20, alinéa 7 et 22, alinéa 7. Je vais retrouver, n'est-ce pas, ce document-là. Bon, peut-être ça va me prendre un peu de temps. Oh là là, j'aurais dû la préparer. Donc ça, c'est une ressource peut-être qu'on est pas ton temps. Cherche-le. Pendant ce temps, maître va prendre la parole. Cherche-le tranquillement. Maître prend la parole. Maître. D'accord. Moi, je vous ai pris l'exemple de ce qui se passe en France. Que les partis et les élus peuvent démissionner d'un parti, bien d'un groupe politique. Ils appellent ça là-bas les groupes politiques. Et à créer un nouveau groupe politique qui peut être l'expression d'un parti qu'ils ont créé au sein du Parlement. C'est-à-dire qu'au départ, ils sont par exemple du Parti républicain. On a connu ça, il y a des défections. Tous les députés, ils décident de créer un parti. Et ils amènent cette obédience, cette idéologie-là au sein du Parlement, alors qu'au départ, ils appartenaient à une autre idéologie et qu'ils avaient été investis par un autre parti. C'est ce que j'expliquais hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un élu démissionne d'un parti politique qui a parti représenté, qui a son idéologie au Parlement. Parce que ce qui est au Parlement, là, au Cameroun, il n'y a pas de député PCRN, il n'y a pas de député SIM, parce que le professeur vous avez encore dit ça tout à l'heure, un parti qui a des élus. Il n'y a pas de parti qui a des élus au Cameroun. Le mandat impératif est nul. C'est une unité de plein droit. La Constitution le dit. Quand il y a une situation de dépendance d'un élu qui s'appuie d'un parti, il y a une unité de plein droit. C'est la Constitution qui le dit. La Constitution est claire, le mandat impératif est nul. On ne discute pas là-dessus.
Aucun parti politique au Cameroun n'a d'élu. Parce que quand vous le dites, ça veut dire que vous constatez le mandat impératif, qui est un lien de dépendance entre l'élu et son parti. Mais... Non, il faut vraiment qu'on change de langage. On a des députés de la nation. On n'a pas des députés de l'UPC, des députés de SIF, des députés du RDPC. Mais il se trouve que quand ces élus-là, ces personnes qui ont une idéologie commune, se retrouvent au sein du Parlement, ils se retrouvent pour défendre les intérêts ou leur idéologie, ce qu'ils avaient partagé dès le départ avant d'entrer là-dedans. Mais je vais te poser une question. J'ai retrouvé le texte, pour ça, Boni. J'ai retrouvé le texte. J'ai retrouvé l'Assemblée. Maître, pour ça, Kim va reprendre la parole parce qu'il va nous lire ça. Mais j'aimerais, à vous deux, vous poser une question. Mais vous pouvez répondre à ça après. Tu vas d'abord lire le texte. Je vais vous poser une question. Est-ce que, en France, par exemple, prenons quand même cette référence-là, quand on voit même à la télé un député parler, s'exprimer, on écrit par exemple Ambroise Joseph. Est-ce qu'on n'ajoute pas après député si ou député ou ainsi de suite là? Est-ce qu'on le dit dans toutes ces républiques dont vous nous parlez là? Est-ce qu'une seule fois, on a vu un député qu'on nomme par exemple Tabouan Libi, point barre, disant peut-être à côté, député de la nation, où on le crée quand même un parti. Moi, je veux bien que vous nous apportez le droit juridique mais vous savez, dans la vie, c'est à vous donc, c'est à vous d'éduquer le peuple, c'est à vous d'éduquer les médias, c'est à vous d'éduquer tout le monde à parler le même langage que vous. Mais j'ai l'impression que le combat n'est pas prêt d'être gagné. Et donc, aujourd'hui, nous savons, et c'est dans la pratique, qu'un député, on lui accorde quand même son appartenance. Et ça, c'est ce qu'on voit en France, c'est ce qu'on voit partout. Donc, moi, je voudrais bien... Son appartenance est idéologique. C'est pour ça que vous allez souvent voir, on met député socialiste. Parce que le groupe... Non. Maître, je suis désolé, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le député de Marine Le Pen, on va mettre député du Front National. C'est ce qu'on marque. Ce n'est pas le parti qui est représenté là-bas. C'est ce qu'on appelle le groupe politique. Je suis en train de vous expliquer ça hier. Que là-bas à l'Assemblée, je vous ai donné les noms. Par exemple, il n'y a pas de parti socialiste à l'Assemblée française. Il y a socialiste et il y a un autre nom là qui suit. Et vous allez voir là-bas, des groupes politiques là-bas ne portent pas forcément les noms des partis. Il y a le Rassemblement national qui a gardé la même appellation, mais c'est un groupe politique. Ce n'est pas le parti Rassemblement national. Vous allez voir là-bas que les écologistes, c'est écrit écologistes et un autre groupe. Vous allez voir indépendants, outre-mer et tout le reste. Pourtant, ce sont des militants de partis politiques qui ont des noms. Donc, ce n'est pas le parti politique qui est représenté. Prenez tous les livres, allez, faites des recherches. Les partis politiques ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale française. Ce sont les groupes politiques. Et les groupes politiques, c'est quoi? C'est des personnes, des députés, un groupe de députés ou de sénateurs qui se mettent ensemble par affinité. Par affinité, voilà l'expression. Maître, non. Maintenant, je suis désolé, vous savez, hein, à un moment donné, nous tous nous regardons la télé. Hein, et quand tu regardes la télé, voilà, on te dit, à l'issue de l'élection présidentielle, législative. C'est qu'en France. Est-ce que tu peux les taper là-dessus là? Non, je tiens, hein, on prend le cas de la France. Je dis bien que ce ne sont pas les partis politiques qui sont Maître, je suis désolé, passons le débat, parce que tout passant, tu ne vas pas me convaincre, je ne vais pas te convaincre. De manière claire et nette et précise, tu ne peux pas me convaincre. En France, quand on est élu, on dit le FN a eu tel nombre de députés, tel autre a eu tel nombre. Maintenant, ils vont pouvoir former des groupes politiques, effectivement, au sein, pour être un peu plus forts. Ça, je suis d'accord. Mais au départ... Ils ne sont plus... C'est-à-dire que quand ils ont investi, on dit oui, tel parti a eu ceci, mais quand ils arrivent à l'Assemblée, ils ne sont plus les représentants de leur parti. Il y en a, non. Je suis désolé, c'est non. Tu as des partis qui restent seuls. Mais, non. C'est pour ça qu'ils peuvent démissionner de leur parti et conserver leur mandat. Bon, revenons. Ça, on va revenir sur ce débat-là. Si tu veux, on va organiser un débat spécial sur ça. On va faire un débat spécial sur ça là. C'est pour ça que Tim, tu vas pouvoir nous lire ce qu'il voulait nous lire pour qu'on avance. Ce débat-là, on pourra le refaire. Oui, donc, pour ça, Boni, je voulais vous dire que parfois, on discute uniquement sur la base de la Constitution ou bien du Code électoral. Mais on oublie aussi qu'il y a des ressources précieuses dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Et alors, puisque ceux qui, comme le professeur Essomba, essayent de soutenir que la représentation est liée au procès verbal de l'élection, mais je voudrais lui faire savoir que l'article 15 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit ceci. À l'ouverture de la session ordinaire de plein droit, le doyen d'âge donne lecture à l'Assemblée nationale du procès verbal de proclamation des résultats des élections législatives et des noms des candidats proclamés élus. Oui. Donc, nulle part à l'article 15, on ne vous dit que le PV contient les partis politiques. Ça veut dire que même si les partis politiques y figurent, c'est un élément accessoire. Car ce qui est déterminant dans le procès verbal, c'est les individus que l'on va consacrer députés. C'est les individus, c'est eux qui portent le mandat. Et la capacité d'investir est un attribut du mandat. Or, comme nous venons de voir, le mandat peut se promener de parti en parti. Et la capacité d'investiture étant un attribut du mandat, mais l'élu le transporte de parti en parti au gré de ses transhumances. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il y a maintenant un deuxième article qui est l'article 20. Et notamment l'article 20 qui parle des groupes parlementaires. Alors, l'alinéa premier dit les députés peuvent s'organiser en groupe par parti politique. Aucun groupe ne peut comprendre moins de 15 membres. Alors, puisque les gens disent que la configuration du procès verbal des élections est immuable, qu'une fois que le procès verbal sort, il ne change pas. Et je dis donc que c'est faux. Parce qu'à l'alinéa 7 de cet article 20, il est dit toute modification dans la composition d'un groupe. Or, nous savons que les groupes chez nous sont identifiés par les partis. Et le cas Oscar Edimond Doumbé est un cas dans lequel, quand il avait été accueilli le 22 mars 2019, 22 mars 2019, on a changé son chevalet. Ça veut dire qu'il a cessé d'être présenté comme élu SDF. Il est maintenant, on a changé son chevalet, on dit élu RDPC. Comme vous le disiez effectivement, bon, dans la pratique parlementaire, il est possible d'afficher l'affiliation politique d'un élu. Mais vraiment, cela ne change rien au principe selon lequel l'élu représente l'ensemble de la nation. Donc ça, c'est un usage, en fait, qui n'est pas capable de contrarier la Constitution. Oui. Permets-moi de te relancer. Toi-même, tu vois que tu nous as lu l'article 20 du règlement de l'Assemblée et que dans cet énoncé-là, tu sais combien de fois tu as prononcé le mot parti politique? Plusieurs fois. Tu as même dit non, il n'y en a pas. Non, attends, relis l'article. Tu dis que les groupes parlementaires peuvent se constituer par... Relis un peu l'article. Oui, l'alinéa 1. Les députés peuvent s'organiser en groupe par parti politique. Par parti politique. Oui, je suis d'accord. Oui. Et on dit, aucun groupe ne peut comprendre moins de 15 membres, non compris les députés apparentés. Attends, maître est en train de poser une question. Je n'entends pas, hein. Je n'entends pas, j'avoue que je n'entends pas. Alors, prof, tu peux me dire, hein, relis l'article que tu viens de lire, relis l'article. Oui, c'est l'article 20, alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui dit ceci. L'article 15, on a dûment parlé des partis. Le procès verbal ne parle pas des partis. L'article 15, qui parle du procès verbal des résultats, parle des candidats proclamés élus, candidats. On sait que ce procès verbal, parfois, associe les candidats aux partis. Mais vous voyez que sur le plan de la lettre de la loi, on ignore complètement les partis. L'accent est mis plutôt sur les individus qui vont être consacrés députés. Et une fois députés, ils vont porter leur mandat jusqu'au bout, indépendamment de leurs différents transhumants. Maintenant, l'article 20 dit, les députés peuvent s'organiser en groupe par parti politique. Ça veut dire qu'au Cameroun, les groupes parlementaires, en fait, ont l'étiquette d'un parti. C'est pourquoi on parle de groupe RDPC, groupe SDF. Bon, avant, il y avait le groupe UNDP. Mais je dis, le fait de placer une étiquette indiquant l'affiliation politique d'un élu n'a pas pour effet de contrarier la Constitution, parce que ce n'est qu'une question d'identité. Mais en fait, l'élu, malgré cette étiquette, porte une représentation nationale. Et donc, que je voulais vous dire que, contrairement à ceux qui, comme le professeur Essomba, soutiennent que c'est le procès verbal qui détermine qui sont les partis. Prof, attends un peu. Oui. Maître Timbane, vous voulez dire quelque chose? Oui. Il demande de lire la suite. Je ne sais pas trop laquelle il veut, mais il demande de lire la suite. Bon, je voulais dire l'article 20, qui montre que, c'est-à-dire que le procès verbal, même lorsqu'il a indiqué, Moïse, est-ce que tu peux lire, si tu veux lire la suite? Je ne sais pas trop si c'est l'article 21 qui veut donc, ou 22, vas-y un peu lire, si tu as le document avec toi. Oui, je l'ai avec moi. Donc, je voulais lire l'article, j'ai lu l'article 15, alinéa 1, qui parle du procès verbal des résultats, où on voit très bien que dans cet article 15, on ne parle pas des partis, mais uniquement des candidats. S'il te plaît, lis la suite. Tu as lu l'article 20, lis la suite, lis l'article peut-être 21. Oui, d'accord. D'accord, mais je dis,
L'article 20 alinéa 7 dit ceci. Toute modification dans la composition d'un groupe est portée à la connaissance du président de l'Assemblée nationale sous la signature du président du groupe et sous la double signature du député et du président du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Quand on parle d'adhésion, ça veut dire que en cours de mandat, des députés peuvent rallier un nouveau groupe parlementaire. Et quand ils rallient le groupe parlementaire, vous voyez donc que, contrairement à ceux qui pensent que le procès verbal des élections est immuable en termes de partis représentés, mais ça veut dire que si on avait dit que le RDP se renverse et qu'il y a des partis qui... Oui. Non, s'il te plaît, lis seulement. C'est ce que Maître dit. Lis nous seulement. Les interprétations, on pourra les faire après. Lis. Oui, bon, l'article 21, en fait, parle des commissions. Donc, chaque année, après l'élection du bureau définitif, l'Assemblée nationale constitue 9 commissions. Okay, mais ce qui est intéressant, c'est l'article 22, alinéa 7. 22.7. Permettez que je lise 22.7. Oui, mais 22, lis 22. 22.7 dit la démission d'un membre ou son exclusion du groupe entraîne pour ce député la perte des avantages dont il bénéficiait en qualité de membre de ce groupe et notamment la qualité de commissaire au sein de la commission où il avait été désigné par son groupe. Le groupe procède au remplacement de ce membre exclu ou démissionnaire dans les meilleurs délais. En fait, quand je lisais ces trois dispositions, c'était pour dire quoi? Que contrairement à ceux qui pensent que le procès verbal des résultats est figé, c'est faux. Parce que pendant la mandature, il peut y avoir des démissions et des exclusions. Le texte lui-même le dit. Il parle des démissions et des exclusions. Et vous voyez que la conséquence des démissions, c'est de perdre les avantages. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que M. Nitu reste au SDF alors que le règlement intérieur de l'Assemblée lui-même a prévu des cas de démission et des exclusions. C'est ce que je voulais dire. Ok, c'est bon. Oui, Maître, tu voulais dire quoi? Sur cette question de parti politique au niveau sur la base du règlement intérieur. Il a vu le parti politique dont il est question là. C'est l'idéologie. À la mesure où il y a une expression, le parti politique est apparenté. Apparenté renvoie à quoi? Apparenté renvoie aux personnes qui pensent de la même façon que ce parti. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est une affaire d'idéologie. Les partis politiques dont il est question dans le règlement intérieur là, ce n'est pas les partis politiques au sens RDPC et qu'ils vont donner des ordres au groupe parlementaire. Non. C'est l'idéologie. C'est l'idéologie du RDPC. Et ceux qui pensent comme le RDPC, c'est pour ça qu'on parle des apparentements et des apparentés. Si vous vous mettez dans la dimension parti politique RDPC, est-ce que ça n'aura pas de sens de parler d'apparenté du RDPC? Si vous excluez l'idéologie du RDPC, il n'y aura pas de sens, un véritable sens à donner au mot apparenté. Les apparentés, ça veut dire ceux qui ont l'idéologie en partage. Donc, dans les groupes politiques qu'on appelle groupes parlementaires, il s'agit d'idéologie. Il n'y a pas de parti politique représenté à l'Assemblée nationale du Cameroun. C'est impropre de le dire, parce que c'est comme si on était en train de remettre en question le mandat impératif. Aucun parti politique n'est représenté à l'Assemblée nationale. Si vous voyez le RDPC, ça veut dire que les députés qui partagent l'idéologie du RDPC, donc ce sont les militants du RDPC qui sont élus, qui ont la qualité d'élus, c'est ce que ça veut dire. Donc ce sont des militants du RDPC, mais qui ont la qualité d'élus, qui peuvent maintenant se mettre ensemble pour défendre les intérêts, les mêmes intérêts. Donc ils sont militants, ils sont considérés comme des militants d'un parti, et qui à l'intérieur sont des élus. C'est pour cela qu'ils peuvent démissionner de leur parti et être considérés comme militants dans notre parti en conservant leur titre d'élu. Il faut bien faire ces nuances-là. L'expression député du RDPC, ça renvoie au fait qu'ils militent dans le RDPC. Ils militent dans le RDPC, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des élus du RDPC. Alors, on t'a écouté. De son parti, parce qu'on est démissionné en parti. Et qui va militer dans un autre parti, qui n'est même pas l'Assemblée, qui s'appelle le MRC par exemple, il devient automatiquement le représentant de l'idéologie du MRC au sein de ce parti. Ok. Ça ne met même pas en question le mandat impératif, de l'interdiction du mandat impératif. Ok. Il est militant du MRC, mais étant élu, mais il n'est pas élu du MRC. Il est militant du MRC, il représente l'idéologie du MRC, et c'est pour ça que j'ai posé cette question au professeur Soba, de nous donner le centre de parti représenté. Non. Le parti représenté, c'est un parti qui a des militants au sein du Parlement ou dans les conseils régionaux ou conseils municipaux. Non, mais maître, il se fait déjà tard.
il se fait déjà tard. On a écouté ça, on t'a bien écouté. Tu as répété ça 1 million de fois. Il faut vraiment qu'on avance parce qu'on va finalement terminer. Il se fait déjà tard. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que, très honnêtement, je demande à être convaincu. Je demande à être convaincu pourquoi? Parce que je ne connais pas un parti qui n'a pas une idéologie. La définition même d'un parti, c'est justement son idéologie. Maintenant, vous pouvez avoir deux partis qui ont des similitudes d'idéologie, qui ont des points communs, mais il y a aussi des points de divergence. C'est pour ça d'ailleurs que c'est deux partis différents. Mais leurs points de convergence peuvent donc les amener à former un groupe parlementaire. Mais, par définition, chaque parti différent et a son idéologie. Donc, si on veut utiliser le mot idéologie pour définir ce que c'est que appartenir à l'Assemblée nationale, être représenté ou ne pas être représenté, honnêtement, ça ne peut pas prospérer. Il existe dans toutes les assemblées nationales des pays, en fonction du nombre de députés que vous avez eu à l'élection. Il y a des gens qui vont se regrouper ou ne pas se regrouper. Parce que l'intérêt de former un groupe parlementaire, c'est d'être plus fort. C'est ça l'intérêt. Ce n'est pas uniquement parce que vous avez la même idéologie. Oui, la condition de que vous devez quand même avoir, vous devez partager des choses. Mais en plus, ça va vous conférer plus de voix. Vous allez voter en solidarité pour faire passer une loi. C'est pour ça que les groupes parlementaires se constituent. Mais ça ne veut pas dire que tout parti doit obligatoirement appartenir à un groupe parlementaire en tant que deux partis qui se mettent ensemble. Si vous avez suffisamment d'élus, vous n'avez pas besoin de former un groupe parlementaire. Est-ce que votre parti a déjà suffisamment d'élus pour pouvoir peser les élections? C'est pour cette raison que nous nous souvenons que, je ne sais plus en quelle année là, quand Paul Biya, je crois que c'était en 92, avait perdu l'élection législative, mais voulant justement garder la main sur le Parlement et tout, s'est associé avec Kodor et puis Bello Kouba, et cela, pour former un groupe important. Or, dans la dernière élection législative, le RDPC n'avait pas vraiment besoin de former un groupe parlementaire avec des apparentés parce qu'il a une représentation obèse. Donc, je termine en disant qu'on peut être un parti au Parlement sans former de groupe parce qu'on est suffisamment costaud. On n'a pas besoin de ça. Et ce député-là, alors, on va dire que quoi? Il appartient à quoi? Il appartient à un parti politique. Et d'ailleurs, dans ta lecture, non, non, maître, tu vois, hein, tu es dans des définitions qui n'apportent rien, je te jure. Militant ou pas militant, tu es député. Mais non, ce qui est désagréable, c'est que, quand tu parles, on t'écoute. On t'écoute religieusement. Toi, tu interromps les autres parce que tu penses avoir la connaissance infuse. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec toi et je ne pourrais pas être d'accord avec toi. Parce que ce que tu dis là n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça la définition du parti dans un parlement. Un député appartient à un parti. Voilà. Un député appartient à un parti. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, d'ailleurs, pour ça, c'est toi qui as la parole, mais je te dis encore que la lecture de l'article 20 là dit bien que les groupes parlementaires peuvent se constituer par parti ou alors un parti peut former un groupe à partir de 15. Donc, un parti. On écrit bien le mot parti. Moi, je ne suis pas juriste, mais je pense que chaque mot a un sens dans un libéré d'article. Quand on prononce un mot, ça veut dire que ça a un sens. Et dans cet article-là, on a prononcé le mot parti au moins 2 fois. Vas-y. Professeur Boni, moi je pense que en réalité c'est un malentendu en termes. Je crois que ce que le maître Timban veut dire, c'est que parler de parti représenté est une anomalie dans un contexte où le mandat impératif est nul. Parce qu'un élu ne représente jamais un parti. Et donc, si on doit tenir compte de l'affiliation politique d'un élu dans une assemblée, ce n'est qu'à titre je ne sais pas comment ça, on va parler de parti qui siège. Et c'est en le comprenant ainsi que l'on donne un peu de sens à l'alinéa 2 de l'article 121. Parce qu'on peut considérer que le législateur s'est trompé en utilisant un terme qui le rend anticonstitutionnel. Parce que si on reste sur la notion de parti représenté, ça rend l'alinéa 2 anticonstitutionnel et donc nul, comme Maître Timban le dit. Mais seulement, si on lui concède donc le bénéfice de l'erreur, on doit donc dire que le parti que le législateur a voulu considérer comme le parti représenté, c'est un parti dont un militant siège dans une assemblée. Or, quand on dit militant, ça veut dire que quoi qu'étant dans l'assemblée, on n'ignore pas qu'il appartient à un parti. C'est de ça qu'il est question. Donc, vraiment, je crois qu'on a besoin de... On n'a pas besoin de pinailler. Ce parti, il est dans ce parti, mais pas d'élu de ce parti. C'est là où nous poussons dans le
comprendre. Il est élu de la nation, mais militant d'un parti. Il peut démissionner du parti. C'est ce que je dis, maître. Oui. Oui, non, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Parce qu'on ne peut quand même pas ignorer la... Dans du parti, il représente le parti, mais étant élu de la nation. C'est ça. C'est ça. Donc en réalité, c'est une question aussi. Il représente le parti. Il représente le parti. Est-ce que la représentation du parti... Non, il représente la nation. Il représente la nation étant militant d'un parti. Maître venait de dire qu'il est élu de la nation, mais il représente le parti. C'est ce que Maître venait de dire. Il a dit qu'il est... Non, là, ça pose problème. Parce que la Constitution interdit la représentation. Toi-même, tu es dans la confusion des termes. Tu venais de dire qu'il est élu de la nation, mais il représente le parti. Tu l'as dit. Non, je pense que c'est un lapsus, mais je crois que par rapport à la thématique qui nous intéresse, si l'on veut rechercher, si on veut savoir si un parti est présent dans un conseil constitutionnel, c'est là que on t'a compris. Laisse un peu, Tim, je te donne la parole, s'il te plaît. Je dis donc, si l'enjeu est de vérifier si un parti siège dans un conseil municipal ou l'Assemblée nationale, ça ne peut se faire qu'à travers ses militants. Et donc, par rapport à l'événement de Bafoussam, dès le lendemain de leur accueil au MRC, avec l'attribution de leur carte, le MRC est présent. Pour ne pas utiliser le mot représenté qui fait problème. Parce que nous avons dit qu'il est anticonstitutionnel. Le MRC est présent dans le conseil municipal de Bafoussam.